Bien, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, le 7e de la saison, qui concerne la fin des classiques belges, ardennaises et... Enfin là, on va parler des ardennaises. Et pour m'accompagner, vous le voyez comme d'habitude, David. Salut David, Bonjour à tous. ça va? Ouais, très très bien. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est vu, mais ça va, tout va bien. Ouais, ouais. Et puis aujourd'hui, on a un invité un peu spécial. Il me semble que vous ne pouvez que le reconnaître en la personne de Cyril Saugrin. Salut Cyril, Salut à tous les deux, bonjour à tous. Salut comment Cyril. vas-tu? Bah super, nickel. Je sors d'une belle période comme vous de classique où j'ai vu du beau vélo et Ouais, du coup, c'est de voir ça et on le ressent dans les retours qu'on a pu avoir. Alors les réseaux sociaux ont aussi cette force, c'est qu'on arrive à appréhender un petit peu la, la chaleur qu'il y a autour des courses et comment les différents téléspectateurs ont vécu ces courses et on sent que tout le monde a apprécié les courses qui ont été proposées. Et quand je dis proposées, c'est proposé par les coureurs parce que ce sont bien les coureurs qui font la course. exactement. Alors on précise que tu es consultant à la RTBF avec Rodrigo Benkens, pour ceux qui ne savent pas, puisque en France, il n'y a pas une renommée aussi forte qu'en Belgique. Mais les fins connaisseurs savent ce que tu fais. Très bien. Et comme je disais quand on discutait un petit peu avant, c'est la force du duo, c'est la vraie compétence de Rodrigo. On a une vraie compétence de complémentarité. Alors maintenant, en un peu plus de presque, ça va faire 8 ans maintenant, en 2013, la première année. Voilà, je pense qu'on a vraiment trouvé nos petits repères, nos trucs, et on a même besoin de se consulter vraiment avant. On forme un binôme. Donc ça, c'est cool. Ouais. Excellent binôme, n'est-ce pas David? Ouais, c'est vrai, moi j'ai plaisir, franchement, pour faire une petite parenthèse, à écouter Cyril, parce que de toute façon, généralement ils sont deux, mais parfois il y a un troisième larron qui vient s'intégrer. Comme on peut dire, c'est avec Gérard, hein, Gérard, je pense qu'à trois, ils sont vraiment complémentaires. Et autant avant, je regardais côté flamand, parce que j'aimais bien les commentaires, mais maintenant j'ai tendance à revenir vraiment sur la Wallonie, parce que je trouve que les commentaires sont vraiment pertinents. Mm. Merci David. Venant d'un important. Venant d'un vrai flahut, et c'est pas moi qui le dis, c'est Vélo Magazine, ça met en valeur. Claire. Bon, alors messieurs, on va commencer. On va repartir un petit peu en arrière, en commençant par l'Amstel. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Je, je peux- je commence. Alors, je vais Allez, dire, vas-y David. moi, j'ai suivi l'Amstel et j'ai trouvé que c'était une course personnellement longue à regarder jusqu'aux 30-40 derniers kilomètres où on a eu une belle course de mouvement, mine de rien. Et franchement, j'ai apprécié le final et l'opportunisme encore une fois, des jeunes coureurs, comme Thomas Pidcock, comme Mauri Van Sevenand, qui, malgré les problèmes, a été dans un très grand jour. Et Il a voilà, été je trouve que énorme. ça a été un très beau final. Van Sevenant, il a été énorme. Ouais, Ouais. il est énorme et comme le dit David, c'est vrai que la course, bon, souvent dans ces courses-là, on sait comment ça se passe, mais le fait qu'on soit sur une course en circuit cette année, ça apporte quand même pas mal de modifications parce que, vous savez comme moi, les courses de championnat, ça s'est couru un peu comme un championnat, hein. Ouais. On est en circuit avec une répétition de boss, on connaît les zones dangereuses, les zones où il n'y a pas de danger. On sait très bien que ça ne va pas se barrer avec 15 minutes devant, avec X mecs. C'est beaucoup plus facile de contrôler une course en circuit. Enfin, beaucoup plus facile. C'est plus simple parce qu'on sait les zones où on peut accélérer, les zones où on va reprendre facilement du temps. Alors qu'une course en ligne, même si on a la connaissance du parcours, ça reste encore différent. Donc, c'est ce qui a rendu cette course assez particulière. On a eu une Amstel en circuit, ce qui n'est pas à l'habitude. Donc, ça change un peu la course. Comme David, j'ai été hyper enthousiaste derrière le final de la course et l'intensité avec lesquelles les coureurs se sont livrés dans cette course. Et pour vous, est-ce que le fait qu'elle ait été due au Covid, qu'elle ait été modifiée et qu'ils ont été contraints de faire un circuit, est-ce que ça n'a pas rendu la course plus dure?
Plus dur, non. Comme Cyril le dit, tu gères autrement. Et tu gères, fatalement, tu as des facteurs qui viennent jouer leur rôle, comme le vent, etc., les changements de direction. Si c'est en ligne, ben, tu es obligé d'en tenir compte, tu es obligé d'être placé à plusieurs endroits, tandis que là, il passe au même endroit à chaque tour. Donc, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, tu sais très bien. Et tu sais, comme Cyril a dit, tu laisses partir et la course est gérée. Tu laisses 5, 6, 7 mecs partir et derrière, on gère. Donc, on sait qui va prendre la course en main et après, tu gères un écart et tu sais qu'à cet endroit-là, bah, il y a un virage, une route dangereuse. Alors, tu peux faire une différence et ainsi de suite. Mais plus dur, je ne pense pas qu'elle a été plus dure. Justement, elle a été moins, peut-être ça a été moins stressant pour certains de savoir que c'est en circuit et que tu dois être là à tel moment. Ouais, il y a du repérage, quoi. C'est plus facile quand il y a du repérage. Oui, Ouais, après, ouais, il faut faire attention parce que tu vois, tu as tendance à te relâcher un peu parce que tu sais que tu vas repasser plusieurs fois à la même place. Tu as un mec comme Mauri Van Sevenand qui, bah, peut-être qu'à ce moment-là, il était la première fois qu'il tombe, pas la deuxième fois, qu'il est un peu trop loin, qu'il est un peu trop mal placé parce qu'il est justement pas focus sur ce qu'il doit être. Une routine, bah, c'est le 10e, le 11e tour et pouf, hop, tu tombes et voilà, ça peut être vite terminé. Bon, la deuxième fois où il y a la chute, bon, bah là, c'est parce qu'il revient et qu'il est à l'arrière et que ça frotte. Mais voilà. Sinon, je pense que c'est c'est comme ça. bien résumé la course. C'est ce qui fait la particularité d'une course en circuit, c'est qu'une fois que, d'une, déjà, tu l'as repéré avant parce que tu connais la boucle et tu es revenu, tu l'as fait peut-être 2, 3 jours avant. Tu sais qu'en ayant un vent de cette façon-là, il y a zéro danger peut-être. Le vent tel qu'il était placé, pas de vent de côté au sommet de la bosse, pas de vent de côté après. Tu dis, OK, le seul endroit dangereux du circuit, c'est celui-là. Ça dure 2 km et c'est pas méga dangereux. Donc, comme l'a dit David, il y arrive à un moment, tu fais tes 2, 3 premiers tours, tu as appréhendé le circuit, tu dis OK, c'est bon, maintenant je peux courir derrière, il y a moins de danger. On l'a vu, hein, Greg Van Avermaet, qui est plutôt un coureur qui court quand même devant. Sur l'Amstel, il a beaucoup couru derrière, on l'a souvent vu à l'arrière. Alors, il est certes un peu moins bien, mais au contraire, quand tu es moins bien, tu as plutôt envie d'être devant. Mais là, il savait qu'il n'y avait pas de danger et qu'il faudrait remonter à 2 tours de l'arrivée pour être devant au pied du Coberg à 2 tours de l'arrivée, 2 tours et demi, 3 tours. Donc, ça change la course, ça la rend complètement moins stressante, moins usante, comme l'a dit David. D'accord, ok. Puis après, bah, il y a eu cette partie de course, comme tu disais, jusqu'à 30-40 km où c'était, entre guillemets, placement, attention. Et puis après, ça a commencé à flinguer avec les jeunes, notamment le petit jeune, je me rappelle plus de son nom, là, qui est à la Bora, qui... C'était Hildé ou. chez ID Schelling. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Ah oui, c'est un sacré numéro aussi. Ouais. Non, non, mais mais ça donne aussi des opportunismes à d'autres. C'est bien, c'est de voir des coureurs qui ont envie de prendre les devants. Un peu plus simple quand tu n'as pas un leader aussi emblématique qu'un Sagan. Skelly n'aurait jamais fait ça s'il y avait Sagan qui jouait la gagne à l'Amstel. Il était peut-être un peu moins bien. Il a voulu durcir un petit peu la course. On était plus pour, si je ne me trompe pas, pour Schachmann à l'Amstel. Ouais. Donc voilà, mais c'est bien. On sent, comme l'a dit David tout à l'heure aussi, hein, il y a des jeunes qui ont envie, et je pense qu'il y a une attitude des directeurs sportifs qui fait qu'on a envie de moins brider les jeunes, on leur laisse un peu plus de liberté. Ouais, Si c'est un peu plus. tu prends l'échappée de départ, et puis après, si après 150 bornes, on est dans cette situation-là, c'est tout pour un tel. J'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans le cyclisme dans un autre module qui n'est plus c'est tout pour. Alors, hormis quelques coureurs, mais plutôt sur, allez, on essaie de tenter, on se concentre sur un tel, mais on a quand même l'opportunisme où on vous donne la place pour aller faire des choses à côté. Ouais, Ce que je voudrais rajouter, c'est autant sur l'Amstel que sur Liège, pas sur la Flèche Wallonne, parce que c'est quoique plus une course de côte, mais je voudrais un peu montrer l'offensive de l'équipe Ineos qui a totalement changé sa façon de courir. Parce que s'ils ne sont pas là dans les deux courses, peut-être que le déroulement il est autre, hein, parce qu'on les voit à l'Amstel avec l'échappée, ils sont 7, ils sont 3 dedans d'Ineos. À Liège, c'est pareil, c'est eux qui font tout péter, donc on y reviendra après, mais à l'Amstel, au dernier passage sur la ligne, ils sont 6 coureurs partis ou 7, il y a 3 d'Ineos. Hein. ouais. C'est clair.
Mais ils ont un homme qui a besoin de durcir les courses. Hein. Pidcock, en l'occurrence, il a besoin que la course soit dure. Lui, il ne faut pas qu'il attende, même s'il est explosif. Mais on ne l'a vu pas tant que ça. Je le pensais plus explosif. Il nous l'a confirmé à la Flèche Wallonne, hein, où finalement, il n'est pas dans l'ascension finale. Pas qu'il n'est pas parce que ça est trop dur. C'est pas son profil type. Je le voyais beaucoup plus explosif. Je le mettais vainqueur, moi, à la Flèche Wallonne. Je me disais, tiens, il va vraiment être sur un terrain qui lui convient bien. Et on a vu que voilà, ça aurait pu monter comme ça 5 bornes, il serait revenu sur la tête de course, mais sur une borne, la puissance, l'explosivité, il était un petit peu plus court. Et il vient faire 6 ou 7 ou je ne sais plus combien. Mais... Donc il est là, il est bien, mais il était un petit peu court pour cette partie-là. Ouais. Après, on va en finir avec l'Amstel, mais sur le final, on va attendre que David revienne. Il est parti au ravito. Ouais, je crois il commence à être en fringale. Non, il pleut, il drache ici, c'est la Belgique, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de pluie, petite parenthèse. Et bon, j'étais rentré mon bestiau là, mon chien. Voilà. Ouais. Et tu sais qu'il pleut ici à Lille aussi, mais il commence à faire beau là. Il commence à faire beau. En Normandie, ça va encore. Ouais, nous parle pas de la Normandie, c'est pas loin de la Bretagne. Non, je rigole. Oh non, tu commences pas avec ça. Je rigole. Il est content, il l'a placé. Non, mais voilà. Oui, je disais, pour en terminer avec l'Amstel, dans le final, la fameuse attaque d'Alaphilippe, qui, je pense, a condamné toutes ses chances de victoire parce qu'on a vu qu'il était, pas top, quoi. C'était pas tranchant comme d'habitude. Ou c'était l'endroit où il a placé son attaque qui était pas, qui correspondait pas à ce qu'il devait faire. Avec Alaphilippe, c'est. Ah, vas-y, David, si tu veux. Non, mais vas-y, Cyril, je te laisse la parole. Je disais, avec Alaphilippe, ce qui est compliqué, c'est que finalement, moi, je suis revenu un petit peu sur les interviews d'Alaphilippe et autres, parce que je me dis, tiens, à l'Amstel, il a quand même coincé à 30-35 bornes de l'arrivée, quoi. Et quand tu le vois, Tony Truant, à la Flèche, c'est plus court, ça ne me surprend pas, mais à Liège, il est là. Alors, certes, il n'y a qu'une semaine entre les deux, mais bon, je le voyais bien moins bien que ça, suite à l'Amstel, dans mon esprit. Et j'ai du coup réécouté un petit peu quelques interviews de Julien et dans son analyse, en fait, il dit bien qu'à la suite des Flandriennes, il a fait une petite coupure, mais il a aussi remis rapidement une charge de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé sur l'Amstel fatigué. C'est ce que je disais à David. C'est l'impression que ça me donnait qu'il avait fait un gros bloc de travail. Ouais. Parce que la façon dont il courait, il manquait de jus. Il manquait complètement de jus. Et du coup, il y a un moment, là où d'habitude, il est en mesure de faire la différence, là, il a fait mal aux autres. Mais c'est surtout quand il s'est fait contrer, il s'est posé, quoi. Mais il s'est posé parce qu'il était plein d'acide, plein de fatigue. Et il savait que, voilà, mais c'est pas dramatique. L'objectif pour lui était plus loin. Alors nous, en tant que spectateurs externes, toutes ces infos, on peut les avoir. Maintenant, le niveau de récupération de Julien Alaphilippe, moi, je ne sais pas s'il a fait 3 jours de récup ou 2 jours et qu'il est arrivé sur l'Amstel avec pas de jus du tout. Bon, ça, on le constate sur la course. Il aurait pu y avoir une course un peu différente et il serait passé. Il aurait été parce que s'il passe le Cauberg, la dernière montée, c'est un peu différent parce que sur les autres montées, il est peut-être en mesure de suivre. Mais voilà, ça, c'est la course. Il était, à mon avis, aussi là pour se faire mal. Oui, je pense qu'il y avait il était là pour travailler. Ouais. Parce que son gros objectif, il l'a martelé dans la presse, c'était quand même Liège. C'est clair, ouais. Ouais, après, bon, il n'y a rien de plus menteur qu'un coureur, hein, on sait bien. Voilà, et il voulait être bien à Liège, mais la Flèche, ça reste quand même, pour moi, la course qui lui correspond le mieux. Ouais. Donc, c'est clair qu'elle lui convient. Même si on dit que celle qui lui correspond le mieux, ça reste la Flèche Wallonne. Oui, c'est ça. Non, c'est ça que je voulais dire, c'est la Flèche Wallonne. Ouais. Est-ce que tu as raison? Ouais, celle qui lui convient le mieux, c'est la Flèche. La Flèche, c'est celle où il est pile poil dans ses cordes. Ouais. Et il la connaît parfaitement bien maintenant. Ouais, parce qu'en 5 participations, c'est quand même 2 deuxièmes places et 3 victoires. Est-ce qu'on a vu ça? Même Valverde, est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Ouais, après, il y a
il a plus de participation aussi. Et c'est pas, je veux dire, on ne peut pas le comparer. On comparera Julien s'il en refait 10 derrière. Mais Ouais. voilà, on peut pas comparer. Après, si on enchaîne maintenant avec la Flèche Wallonne et on reste sur Julien, tu peux voir une chose, c'est que quelque part, et je l'ai déjà dit, Julien était serein à la Flèche Wallonne. Il était serein parce que il a couru quand même les trois quarts de la course à l'arrière du peloton, ce qui est quand Ouais. même assez remarquable. Les routes sont quand même plutôt larges, hein, Cyril à la Flèche. Il n'y a pas trop de danger, sauf qu'il y avait un petit peu de vent ce mercredi-là. Mais il était serein, il a roulé derrière, il est passé à travers tous les petits soucis. Et à 10 km de l'arrivée, même pas avant la dernière bosse, là, le chemin des dames, je pense, le Non, chemin la côte des Gueuses. la côte Des des gueux. Gueuses. Là, voilà, ils sont remontés, il était placé et il est resté là jusqu'au pied du mur. Je pense qu'il a été bien piloté. Je crois qu'il était bien piloté par De Venins, hein, toute la course. Et plutôt derrière. C'est vrai qu'il a été, mais pas derrière à subir, derrière à se dire no Ouais, stress. J'attends de ouais, toute c'est façon, ça. il doit se passer à 10 bornes de l'arrivée. Avant, j'ai 2, 3 mecs à mes côtés si besoin, si on a un coup de Trafalgar. On met Mauri devant plutôt pour travailler, pour suivre ce qui va se passer. Et on focus aussi sur Mauri pour rester aux avant-postes et voir ce qui passe. Et moi, je me pas déconcentre, mais je ne suis pas focus et je ne mets pas de stress tout au long de la course. Et je garde bien toute mon énergie pour l'ascension finale. Ah, c'est ça. Et, on voyait bien que c'était de toute façon tout géré par l'oreillette parce qu'à un moment, il a eu le problème d'oreillette. Il est allé vraiment vite régler parce que c'était tout calculé. Il devait être là à un point de rendez-vous, comme on fait dans les briefings. On a rendez-vous avec toi ici. Tu dois être là à cet endroit-là. Et voilà. Le reste de la journée, tu gères. Ouais. Mais c'était criant que c'était au millimètre. Tu vois qu'il connaît l'ascension, il la connaît et il la maîtrise par cœur. Ouais. Enfin, là, il l'a maîtrisé. Pas Roglic. Ouais, il l'a maîtrisé, mais je pense quand même que, même s'il ne le dit pas, il s'est fait peur hein, quand même, parce que vu l'attaque qu'il a mis Roglic, si Roglic en remet un petit peu, hein, parce que j'ai l'impression que Roglic, il pense que c'est fait. Ouais. Hein. Et Et il se puis quand retourne, il... il fait une petite erreur parce que s'il se retourne un peu plus tôt, il peut peut-être réagir un peu plus tôt. Ah ouais, c'est certain. Il y a 2, 3 mètres seulement. C'est Ouais. certain. Alors, Et là, il peut pouvoir le faire, on ne sait pas, mais je pense que moi aussi j'ai été surpris le fait qu'à aucun moment il s'est retourné. La première fois qu'il tourne un peu la tête, Julien est à gauche de lui et c'est trop tard. Ah ouais, et le fait qu'il voit Julien, on voit qu'il peut en remettre un peu. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On voit qu'au moment où Julien arrive sur sa gauche, il est capable d'en remettre, mais il voit que Alaphilippe arrive bien trop vite pour pouvoir. Je pense qu'en plus, c'est compliqué de jouer du braquet dans cette bosse. Moi, je la connais pas, je ne l'ai jamais montée. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué quand même pour redescendre les dents comme une brute, quoi. Ah ouais, non, si tu descends les dents, tu restes là. Parce Voilà. que même si c'est un peu moins dur, ça reste quand même raide dans les 100 derniers mètres. Et puis Ouais. même les 200 derniers mètres avec ce que tu viens de te faire avant, c'est chaud. Hein. Ouais, non, C'est pas. la partie qui pique le plus où tu dois normalement redescendre une dent, comme il l'a fait d'ailleurs à Julien, il redescend la dent et là, il faut la tenir parce que si tu t'assieds, c'est fini. Hein. Si tu t'assieds, la toxine monte et c'est mort. Hein. Ouais. Le seul capable de faire ça, c'était quand même Monsieur Philippe Gilbert. Hein. Ouais, mais après, bon, il y en a. Il y a eu Valverde qui l'a fait aussi. Bon, il y a Roglic qui l'a très très bien mené aussi. Il y a Julien qui la maîtrise. Puis tu as des mecs avant comme. Oh, tais-toi, toi! Il y a des mecs avant comme Dylan Teuns qui l'ont très bien fait, mais qui sont moins bien placés au départ. Il y a les Van Endert aussi. Le Van Endert qui a toujours été placé dans un top 10. Je pense qu'il y a des coureurs qui la maîtrisent parce qu'ils aiment cette bosse. Hein. C'est une bosse particulière et qui convient à un type de coureur particulier. Et moi, je voudrais avoir ton avis, David, sur un gars comme Tim Wellens. Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur d'attaquer dans la côte de la Gueuse plutôt que de garder sa cartouche pour la côte, pour le mur final? Moi, je pense personnellement qu'il n'a pas fait une erreur, mais le problème, c'est que Tim a besoin d'une course de mouvement et je pense qu'en attaquant là, il espérait avoir un soutien de 2, 3, 4 coureurs
de la même équivalence que lui, c'est-à-dire de même force, qui puisse aller très loin. Tandis que là, ça réagit un petit peu trop tard, avec un temps de retard, avec Ilan Van Wilder et tout ça, et du coup, bah, ça ne s'est pas fait. Mais si les mecs qui sortent en même temps, attention, il y a danger, hein, parce que Ouais. derrière, il faut réagir.